Le 21 avril 1970, en tant que lieutenant affecté à la garde présidentielle, je me trouvais dans le dortoir des officiers, lorsque le téléphone sonna. J'ai décroché le récepteur, et j'ai entendu l'officier de service au bureau du département dire, par ordre du commandant du département, tous les dortoirs doivent être évacués immédiatement, nous serons bientôt attaqués par les gardes-côtes. Tous les officiers doivent se rassembler dans la cour. Ce message à tout le monde. Sans hésiter, j'ai passé le mot aux autres officiers qui ont cru, au début, que je plaisantais. Je leur ai dit que les ordres étaient sérieux, et nous sommes rapidement descendus dans la cour. Ce n'était certainement pas une blague. Le colonel Gracia Jacques, notre commandant, n'a eu besoin que de peu de temps pour évaluer la situation et donner les ordres nécessaires. Il nous a informé que le colonel Octave Caillard venait d'annoncer qu'il allait attaquer le palais présidentiel pour forcer le président Duvalier à démissionner. Du poste d'observation du palais national, on pouvait remarquer le GC-10, la plus grande unité de la garde côtière, manœuvrant dans le port de Port-au-Prince. Les défenses du palais étaient donc prêtes. En moins de 15 minutes, le premier obus est tiré. Passant au-dessus du palais, elle explose sur le champ de Mars, tuant une piétonne. Un deuxième obus est tombé en deçà de la cible, près du mausolée de Pétion. Immédiatement, chaque homme de l'armée a su que le prochain coup pourrait atteindre la cible. En effet, le troisième projectile a touché l'aile ouest du palais. Le mitrailleur, Ensign Wilson Désir, connaissait bien son métier. La garde côtière était en rébellion contre le gouvernement. Quelles étaient les raisons de cette mutinerie? Tout reposait sur l'initiative d'un seul officier, le colonel Kessner-Blin, alors commandant du pénitencier national. Grâce à son bureau et à des relations personnelles, il avait appris certains détails sur l'état de santé de Duvalier. Selon les rumeurs, le président souffrait d'une maladie incurable et n'avait plus longtemps à vivre. Avec cette information, le colonel Blin a décidé d'organiser un coup d'État, à effectuer le jour supposé de la mort de Duvalier. L'une des raisons de cette action était que la Constitution promulguant la présidence à vie n'avait prévu aucun mécanisme juridique pour pourvoir une vacance présidentielle inattendue. Le colonel Blin contacta secrètement d'autres officiers pour préparer une équipe d'intervention rapide, le jour J, afin de prendre le contrôle des événements et de mettre au pouvoir un banquier, Clémar Joseph Charles, qui avait accepté de financer l'opération. De son côté, Charles, qui a approuvé le plan, a décidé de consulter un de ses amis, Jacques Fourcan, l'un des médecins de la famille présidentielle, pour confirmer si l'état de santé de Duvalier était vraiment terminal, et surtout pour obtenir sa coopération dans le projet audacieux. Le docteur Fourcan a flairé le danger dans le plan. Il conseilla à Charles de rapporter les détails à Duvalier. En principe, et quelle que soit l'explication du colonel Blin, il ourdissait un complot, et Clémar Charles, homme politique avisé, comprenait la situation. Il accepta la suggestion de Fourcan, et ensemble, ils se rendirent au palais national. Néanmoins, Duvalier, aussitôt informé des détails, ordonna l'arrestation de Charles, qui se trouvait dans la salle d'attente. Il a également ordonné l'arrestation du colonel Kessner-Blin et de tous les officiers militaires contactés par lui à ce sujet. Une commission d'enquête a été mise en place, à la caserne Dessalines pour enquêter. Le soir du 20 avril 1970, Duvalier était en conversation avec un officier, considéré comme l'un de ses meilleurs amis. Le colonel Octave Caillard, commandant des gardes-côtes haïtiens, lorsqu'une demande arriva pour convoquer deux officiers de cette unité, les lieutenants Serge Denisard et Fritz Germain à l'enquête, de la caserne Dessalines. Tout naturellement, le colonel Caillard demanda la permission de les accompagner devant la commission le lendemain matin. Il était déjà 10 heures du soir, Duvalier donna son approbation. Ce fut le point de départ de la mutinerie, du 21 avril. Immédiatement après avoir quitté le palais, Caillard rentra chez lui, et place rapidement sa famille, sous la protection d'une ambassade à Port-au-Prince. Puis, il est retourné au quartier général des gardes-côtes, où il a convoqué ses officiers. À 7 heures du matin, la plupart d'entre eux étaient présents. Il les informa alors qu'il avait reçu du président Duvalier une liste d'officiers des gardes-côtes à traduire devant la commission d'enquête et qu'au lieu d'obéir à l'ordre, il avait décidé d'entrer en rébellion
pour protéger ses hommes. De plus, il a dit aux officiers qu'il avait déjà contacté certaines ambassades étrangères et qu'on lui avait promis un soutien dans son action contre le régime. Cette aide, bien entendu, interviendrait dès le début de l'opération. Comme les officiers appréciaient le souci du colonel Caillard de protéger la vie de ses subordonnés, ils approuvèrent le projet. Ensuite, le commandant du navire GC-10 a reçu l'ordre de se mettre en route. Les préparatifs s'intensifient. Les marins qui posaient des questions sur les raisons d'une telle excitation ont été informés que le GC-10 partait en mission ordonnée par le président Duvalier. C'était une raison suffisante pour susciter l'enthousiasme des soldats. Tout travail ordonné par le président à cette époque signifiait généralement qu'il y avait une opportunité pour les marins de gagner quelques petits avantages financiers. Pendant ce temps, d'autres officiers continuaient d'arriver à la base. Certains d'entre eux, sans poser de questions, ont rejoint les autres. Lorsque le commandant du GC-10 déclara que tout était prêt, les hommes furent surpris de voir le colonel Caillard lui-même monter à bord. Ce n'était pas souvent que le commandant de la base partait en mer. Les agents qui n'avaient pas assisté à la réunion du matin voulaient savoir ce qui se passait. On leur a dit d'attendre les explications du colonel lui-même. Lorsqu'ils furent en mer, le colonel Caillard s'adressa aux officiers et matelots réunis sur le pont du navire. Il leur a dit qu'il lançait une offensive contre le gouvernement en réaction à un ordre de Duvalier de livrer 2 officiers de son unité à la police politique. Dans son discours, il a souligné son devoir de protéger les hommes sous son commandement contre les abus de pouvoir arbitraire et a annoncé que son action visait à renverser le gouvernement. Choqués par cette information, et non convaincus que l'action était justifiée, plusieurs agents ont demandé des précisions. Cependant, il était déjà trop tard. Les canons de 40 mm du vaisseau étaient braqués sur le palais national et prêts à ouvrir le feu. À 10 heures du matin, les obus commencent à frapper l'imposant bâtiment national. Le président François Duvalier, pour sa part, a décidé de rejeter l'ultimatum du mutiné. En conséquence, il abandonna le bureau présidentiel, trop vulnérable, et se rendit à un poste de commandement, installé en urgence au rez-de-chaussée du palais. Il y convoqua son ministre de la Défense et les chefs militaires pour faire face à la rébellion. Vers midi, la section d'artillerie entre en action contre le navire mutiné. Des piles des canons de 105 mm ont été déployées près de la place Sainte-Anne et des troupes ont été déployées le long de la baie de Port-au-Prince pour empêcher tout débarquement de tirailleurs de la garde côtière. Bientôt, les premiers obus ont commencé à éclabousser l'eau près du navire rebelle. La situation s'est aggravée pour les mutins lorsqu'un P-5 Mustang de l'Air Corps a survolé à grande vitesse le GC-10, sa pluie de balles, provoquant la panique sur le navire. Les marins réalisant que leur navire était en danger, prirent la mer. Conscient du danger de sa position, le colonel Caillard se désengagea. Le soutien qui lui avait été promis était une fiction. Les mutins ont ensuite navigué vers Porto Rico. Arrivés sur cette île, certains officiers, affligés de se trouver impliqués dans une mutinerie sans leur consentement, ont demandé et obtenu des autorités portoricaines l'autorisation de retourner en Haïti. Lorsque le gouvernement haïtien a approuvé leur demande, ces officiers ont pu rentrer chez eux, en toute sécurité. Quelle était la véritable base de cette mutinerie? Selon des témoignages, dignes de foi d'anciens officiers des gardes-côtes, 2 semaines plus tôt, les 2 officiers dont la présence était requise par la commission d'enquête avaient fait part au colonel Caillard, leur officier supérieur, de leur conversation avec le colonel Kessner-Blin. Donc, ce rapport les reliait à leur commandant. Plus tard, lorsque les 2 officiers ont été cités à comparaître devant la commission, Caillard s'est donc rendu compte qu'il était pris au piège. Rendre les officiers équivalait à avouer sa complicité. Par conséquent, il a été contraint d'adopter la seule solution qui lui restait. Prendre la mer, en déguisant son évasion en une rébellion planifiée contre le gouvernement. En effet, tout dans le comportement de Caillard indiquait qu'il faisait partie du complot ourdi par le colonel Blin. Par ailleurs, selon le docteur Georges Rigaud, il conspirait depuis 1963.
ayant été depuis lors le principal promoteur de la radio Vonvon, une radio clandestine, qui diffusait depuis New York des programmes subversifs contre le régime Duvalier. Avec Caillard parti, il n'y avait plus de possibilité de continuer le combat, confie Rigaud. Bien qu'aucun membre de l'armée n'ait perdu la vie, la mutinerie des gardes-côtes haïtiens a suscité une grande inquiétude au sein de l'armée. Une fois de plus, l'institution a été secouée par une révolte contre l'autorité, et de plus, elle a immédiatement perdu plus d'une centaine d'officiers experts et de techniciens qualifiés. La mutinerie a également contribué à intensifier l'atmosphère de suspicion et de méfiance du pouvoir civil à l'égard des militaires, aggravant ainsi l'état de peur, voire de panique, qui imprègne l'armée. En outre, un grand nombre d'officiers, parmi lesquels Carl Michel Nicolas, Wilton Lerisson, Jean-Claude Guillaume, Smith Médor, Jean-Claude Delbault, ont été injustement emprisonnés, accusés d'avoir planifié un attentat présumé contre le Palais national, en soutien de la rébellion du colonel Caillard. Le capitaine Augustin Toussaint et moi-même, transférés à la caserne des Salines, pour commander les compagnies, autrefois dirigées respectivement par Lerisson et Guillaume, qui après leur arrestation, avons été chargés d'évaluer l'étendue de la conspiration entre les troupes et de faire les recommandations appropriées au commandement militaire. À la réception de nos rapports, le président Duvalier a été surpris de constater que nos enquêtes avaient conclu que les accusations portées contre les 2 anciens commandants de compagnie étaient fausses, et il a ordonné leur libération. C'est sans doute ce qui l'a conduit à libérer tous les officiers injustement emprisonnés et à les remettre dans leurs fonctions. Néanmoins, l'impact négatif d'une unité militaire, ouvrant le feu sur le palais national de leur propre pays, et l'emprisonnement hâtif et injustifié des officiers submentionnés, avaient aggravé les blessures profondes déjà subies par l'armée haïtienne. Clémar Charles a été libéré de prison 2 ans plus tard, en 1972, et a été l'un des candidats à la présidence, en 1988. Quant au colonel Kessner-Blin, il ne rentrera jamais chez lui. Selon Patrick Lemoine, il est décédé le 17 février 1976, à la prison de Fort-Dimanche. Enfin, la mutinerie a conduit à la dissolution de la garde côtière haïtienne. Néanmoins, 5 mois plus tard, par un décret du gouvernement, la marine haïtienne a été créée pour prendre sa place. Le président Duvalier a compris l'impérieuse nécessité de protéger les côtes et les eaux territoriales du pays. Voici la lettre écrite par Duvalier au président Nixon, l'informant de la situation en demandant assistance pour mater la rébellion de Caillard. Son Excellence, Richard Nixon, Maison Blanche, Washington DC. J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que suite à ce qui a d'abord été une mutinerie de l'unité de garde-côte stationnée à Port-au-Prince, qui a commencé à 11h30, le 24 avril 1970, impliquant 3 navires de la garde côtière haïtienne, 2 d'entre eux, le GC-3 et le GC-8, ont bombardé la ville de Port-au-Prince, dirigeant leur feu sur des objectifs militaires, tels que le Palais national et Fort-Dimanche. Mais touchant principalement des maisons privées, et causant de nombreuses pertes, tant de tués que de blessés. Je dois ajouter qu'une très petite partie de cette garnison côtière, un peu moins d'une centaine, sur les 250, a rejoint ce mouvement de rébellion. Les autres sont restés fidèles au gouvernement haïtien, qui maîtrise totalement la situation, notamment en ce qui concerne le territoire. La population reste calme, et a réaffirmé son soutien au gouvernement. L'après-midi du même jour, la mutinerie s'est développée en piraterie en mer. En fait, comme l'attaché militaire américain à Port-au-Prince peut en attester, et il a interrogé le capitaine de la barge océanographique américaine, ce navire a été arrêté à 10 km des côtes haïtiennes, par les gardes-côtes rebelles. Des approvisionnements alimentaires et une radio à transistor ont été demandés, et ils souhaitèrent y prendre du carburant, mais ont été contraignés par l'arrivée d'un avion haïtien, F-51. Un autre navire, le MV Weser Broker, de 4200 tonnes, de l'immatriculation allemand, sous le commandement du capitaine Bandel, a également été arrêté à 5 heures, le 25 avril 1970, et a fait l'objet du même traitement. 2 unités pirates sont en haute mer, hors des eaux territoriales haïtiennes, et sont unies pour attaquer les personnes sans défense, et piller les biens des ressortissants de tous les pays. De plus, 2 navires peints en blanc,
avec des équipages américains, ont été saisis dans l'après-midi du 24, et leurs équipages arrêtés. Au vu de cette situation, le gouvernement haïtien a décidé de notifier les ministères des Affaires étrangères, des gouvernements amis de son opposition, aux navires rebelles, battant pavillon haïtien, et le fanion militaire. Il les déclarait navires pirates, sous réserve de toutes les conséquences que cela entraîne, jusqu'à ce que les instigateurs de la rébellion puissent être régulièrement poursuivis. Pour empêcher la répétition de tels actes de piraterie, le gouvernement haïtien demande à Votre Excellence de donner toutes les instructions nécessaires, en particulier, je me risque à vous suggérer, aux forces aériennes et navales des États-Unis stationnées à Guantanamo, de prendre des mesures pour neutraliser les navires pirates, capables de causer plus de dommages. Je voudrais ajouter que cette situation s'inscrit dans le contexte latino-américain actuel, de soutien par un certain gouvernement à des mouvements de subversion, auxquels il n'est pas étranger. Je profite de cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération. Dr François Duvalier, président à vie de la République d'Haïti. Quelle a été la réaction de Washington face à la mutinerie de Callard? Des annales de la CIA, nous partageons avec vous un extrait du mémorandum déclassifié destiné à Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain d'alors, sur l'affaire Callard. Le soutien que Callard a pu avoir pour son action est inconnu. Il contrôle apparemment 2 des navires de la garde côtière, avec des effectifs d'environ 70 hommes. Il n'y a encore aucune preuve d'une action au sol en sa faveur. Il pourrait avoir un soutien potentiel de certains des commandants de l'armée, comme le commandant de la garde présidentielle. À l'heure actuelle, l'estimation provisoire est qu'il s'agissait d'un geste désespéré de Callard, plutôt que d'une chose coordonnée. Si Callard peut tenir, cependant, d'autres pourraient le rejoindre plus tard. Callard est un militaire de carrière. Aucune connexion avec la gauche. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque motivation politique, ou d'une activité castriste ou communiste, à ce sujet. Duvalier nous a demandé de bombarder le navire, prétendant que Callard est un communiste. Nous lui avons dit non. Nous lui avons suggéré de demander l'aide de l'OEA. Nous pensons que l'ambassadeur d'Haïti pourrait demander à voir le président pour lui faire part de la situation. Devrions-nous envisager de patrouiller le canal du Vent pour détecter tout effort de Castro visant à profiter de l'instabilité pour infiltrer hommes et armes? Pas encore. La chance est trop éloignée à l'heure actuelle pour justifier le coup. Mais si la situation se détériore considérablement, dans les prochaines 24 à 48 heures, nous devrions l'envisager. Doit-on fournir des armes à Duvalier s'il en demande? Aucune raison de le faire maintenant. Et si Duvalier dit qu'il a besoin d'armes pour maintenir l'ordre et empêcher un bain de sang, c'est-à-dire protéger des vies américaines? Il faudrait que la connexion soit assez concluante pour qu'on envoie des armes, car cette administration sera mise au pilori si elle envoie des armes à Duvalier. Il devrait y avoir d'autres options que nous pouvons prendre pour sauver les Américains que de fournir des armes à Duvalier. Devrions-nous prendre des mesures pour l'évacuation préventive? Pas encore. Il y a des chances que la situation s'effondre. Mais nous devons être attentifs à cela. Une évacuation préventive pourrait être préférable à une attente si longue que la seule issue serait alors d'envoyer des forces pour sécuriser un couloir. Si le chaos se développe, je pense que nous devrions être assez prudents et évacuer pendant que nous pouvons entrer avec des avions commerciaux et des navires. Devrions-nous prépositionner les navires maintenant? Je doute que ce soit encore nécessaire. Mais il serait utile de savoir où se trouvent les unités. Y a-t-il des choses que nous pouvons faire par le biais de l'OEA? Oui. Et cela devrait être notre objectif, maintenant. Je pense que nous devrions tenir l'OEA informée. Nous devrions demander à Gallo Plaza de réfléchir à la manière dont l'OEA pourrait réagir rapidement pour aider à l'évacuation. Par exemple, autoriser les États membres à évacuer les ressortissants étrangers. Cela nous aiderait, si la seule façon de sauver des vies était de le faire.